En fait, les études c'est marrant parce que dans l'atelier, on est 3 responsables et on a fait le même parcours, on a le même parcours. On a fait le cursus classique, un peu spécialisé dans tout ce qui était art appliqué et art plastique. Mais après, on s'est retrouvé à Olivier de Serres, qui est une école d'art appliqué. Donc, on a fait une étude d'art appliqué, et c'est des études artistiques, spécialisées dans les matériaux de synthèse. Donc, c'est de la sculpture, c'est tout ce qui est du domaine de tout ce qui est résine, silicone, etc. Donc, c'est un diplôme des métiers d'art qu'on a eu dans cette école d'art qui s'appelle Olivier de Serres. Et après ça, en fin de compte, moi, j'ai voulu lier les deux choses que je préférais, c'est-à-dire en gros la peinture, la sculpture et le cinéma. Et logiquement, en fait, je suis venu vers les effets spéciaux de maquillage, qui sont beaucoup de sculpture et beaucoup de cinéma. Donc voilà, c'est mon parcours. Moi, en fin de compte, ce que je conseille à chaque fois qu'on me pose la question quelles études il faut faire pour faire ce métier, etc., la première chose qui pour moi reste importante, c'est quelles que soient les études, quelles que soient tes envies, quelles que soient les directions que tu veux prendre, il faut privilégier le côté artistique des choses, quoi. C'est-à-dire faire une école d'art, c'est bien parce que ça sensibilise à tout ce qui est artistique et ça reste un métier artistique. Mais après, tout est possible ici. On a des profils très différents. On a des gens qui viennent, qui ont fait des études d'ingénieur, il y a des personnes qui étaient tailleurs de pierre, etc. Il suffit que tu aies une sensibilité artistique et ça peut t'orienter quand même malgré tout vers ce métier. Moi, tout naturellement, je dirais essayer de faire des études artistiques et après, le maquillage et effets spéciaux, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain surtout et en atelier. Alors, l'intitulé de ma fonction, en fait, j'en ai plusieurs. Il y a superviseur effets spéciaux, maquillage effets spéciaux. Donc, superviseur maquillage effets spéciaux. Il y a prothésiste, parce qu'on fait des prothèses, on fabrique des prothèses, on les pose. Ça peut être aussi maquilleur effets spéciaux. Voilà, quoi. C'est la base. Ce qui est rigolo avec notre métier, c'est qu'on nous appelle des maquilleurs effets spéciaux, mais on fabrique aussi des choses qui ne sont pas du maquillage, des objets, par exemple des fausses têtes, des faux corps, des cadavres, des choses comme ça. Alors on a mis ça dans... C'est un fourre-tout, maquillage effets spéciaux, mais ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Ça peut être la prothèse, ça peut être du trompe-l'œil, ça peut être plein de choses comme ça. C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement, les difficultés auxquelles je suis confronté. Mais j'ai jamais vraiment de réponse parce que, en fin de compte, quand on commence ce métier, il y a un élément qu'on ne connaît pas bien, c'est la gestion d'un budget, la gestion des gens, etc. Nous, on est vraiment dans une démarche artistique et on oublie que ce métier, c'est aussi ça. C'est-à-dire aller négocier des budgets, parce que négocier un budget, ça fait partie du métier. Ça fait partie aussi de comment on va pouvoir trouver des solutions pour le réalisateur, etc. Ça, c'est la plus grande des difficultés. Après, en matière de tout ce qui est performance, maquillage, à chaque fois, c'est une nouvelle difficulté parce que nous, en fait, on ne fabrique pas... c'est pas de la série. À chaque fois qu'on fait un maquillage, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme un prototype, c'est comme une maquette. Donc à chaque fois, on remet en question tout ce qu'on croit connaître pour pouvoir retrouver des solutions, retrouver des techniques, etc. Donc la difficulté dans ce métier, c'est ça, c'est de savoir se remettre en question pour pouvoir proposer des choses nouvelles. Même si ça ressemble à des choses qu'on a déjà faites, on doit toujours être un petit peu innovant là-dedans. Ouais, des anecdotes, il y en a beaucoup. Ça peut aller de la personne qui s'évanouit avec une tête de monstre. Donc on se dit, ça donne quelque chose d'assez absurde, etc. Et puis on se dit, ouais, donc on ne sait pas trop comment réagir, surtout que la personne a une tête pas possible. Ça peut être des pompes à sang qui explosent d'un coup, on est en train de pomper d'un coup, pouf, ça explose et tout le monde est arrosé de sang. C'est par exemple du matériel on allait sur un tournage en voiture, du matériel qui est tombé du coffre. Et en fait, on est arrivé sur place, on n'avait plus de matériel, donc il a fallu qu'on improvise sur des choses qu'on avait préparées plusieurs semaines avant. C'est des anecdotes, il y a plein de choses, c'est les rencontres avec les gens, c'est les situations cocasses, la police qui nous arrête et on doit expliquer pourquoi il y a des morceaux de cadavre dans le coffre. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Il y a des anecdotes. C'est vrai que c'est un métier qui parfois peut
peut amener des situations assez cocasses, quoi. Je me souviens, dans le métro, j'avais mon sac à dos, et dans mon sac à dos, il y avait une tête coupée. Et je me suis fait contrôler, et évidemment, j'ai commencé par dire « Attention, messieurs, je vais vous expliquer, j'ai un truc dans le sac. » Et tout de suite, c'était la panique. Et ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac ?» J'ai dit « Non, non, mais je travaille pour le cinéma. » Il faut expliquer à chaque fois, c'est assez drôle, quoi. C'est assez marrant. Surtout en ce moment, donc on fait très attention à ne pas se faire attraper avec des fausses armes ou des choses comme ça pourrait être dangereux pour nous. En général, quand on ouvre nos sacs et qu'ils découvrent ces têtes coupées ou ces cadavres, etc., ça les fait beaucoup rire et après ils s'en amusent. Mais au début, c'est plutôt l'espace d'un court instant, on se dit « Oh là, comment ils vont réagir ?» Je me souviens d'avoir trimballé un faux chat dans ma valise pour aller au Maroc et je l'ai vu passer en scan, rayon X, le chat comme ça, et ils m'ont tous regardé, qu'est-ce que c'est, etc., avec la forme du chat comme ça dans ma valise. Donc c'est vrai que parfois ça peut être... c'est drôle, mais en même temps, l'espace d'un instant, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est vrai que moi, je n'étais pas spécialement doué en tout ce qui était chimie, etc. Mais savoir comment ça fonctionne, ça aide. C'est vrai que comprendre comment les matériaux fonctionnent entre eux, comprendre pourquoi ça ne prend pas, pourquoi ça prend trop vite, etc. Malgré tout, même si on n'a pas de connaissances en chimie, on les apprend sur le terrain, on apprend de plus en plus, on comprend comment les matériaux fonctionnent et on comprend aussi pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est plus important de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas que pourquoi ça fonctionne. Alors, on n'est pas tous des dessinateurs, hein. Les personnes qui sculptent à l'atelier, on n'est pas tous des dessinateurs, mais on a une sensibilité malgré tout. On a une sensibilité pour le dessin. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ce luxe de dessiner. Parce que souvent, quand on fait un devis, on se rend compte que le temps qu'on pourrait passer à imaginer les designs, etc., c'est un budget qu'on prend sur le temps qu'on passe à sculpter. Donc souvent, c'est quand on fait la sculpture qu'on découvre le style, en fin de compte, le design qu'on veut donner aux créatures, au maquillage, etc. Mais quand on a ce luxe, évidemment, le travail en amont du dessin ou de la recherche, même assisté par ordinateur, c'est un luxe incroyable, quoi. C'est vraiment, si on pouvait le faire à chaque fois, ce serait bien. Ouais. C'est vrai que certains réalisateurs nous envoient des références, des dessins, etc. Mais il faut savoir que le dessin d'un dessinateur qui fait du 2D, il s'arrange avec la réalité. Souvent, on reçoit des dessins qui, en volume, ne fonctionnent pas. Parce qu'on s'arrange avec la réalité. Sur une courbe d'une main qui passe derrière, on la place dans l'ombre, les doigts, la machin. Et dès qu'on met ce dessin en volume, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc souvent, les dessins sont efficaces si c'est des gens qui ont l'habitude de faire du volume ou de la sculpture. Des fois, quand on reçoit un dessin, ça peut être plus problématique qu'autre chose, quoi. Il vaut mieux que ça parte vraiment de notre base ou des gens qu'on fait dessiner, qu'on connaît et qui connaissent les problématiques du volume et surtout la problématique de la fabrication de prothèses. Parce que nous, ce qu'on crée, ça doit être porté par des personnes vivantes, comme des prothèses ou des costumes ou des choses comme ça. Donc on a une contrainte énorme qui est le vrai. L'ennemi, c'est tout ça, quoi. Le temps, la chaleur, l'humidité, la transpiration. Après, nous, on part du principe qu'à partir du moment où on a collé une prothèse, parfois on a des prothèses, on met 6 heures à les poser, parce qu'il y a plein de prothèses, donc ça prend 6 heures à maquiller. À partir du moment où on a fini le dernier coup de pinceau, la prothèse, elle est en train de mourir. Pourquoi? Parce que la peau, elle se défend. Donc elle se met à transpirer, la peau chauffe, etc., pour avoir envie de décoller la prothèse. Donc on est constamment en train d'essayer de trouver des solutions pour l'empêcher de décoller. Donc l'ennemi, c'est ça, c'est la peau, la défense naturelle de la peau, les températures extérieures, parce que c'est vrai que s'il fait très chaud, le comédien va transpirer, donc ça va faire cloquer la prothèse. Le temps, évidemment le temps, parce que moins on a de temps pour la fabriquer, plus on doit prendre des risques pour le tournage, c'est-à-dire qu'on doit prendre des raccourcis, fabriquer les choses plus vite, pas faire forcément des moules dans les règles de l'art, etc. Et voilà, quoi. Donc la lumière, ouais, ça peut être un ennemi assez important, et notamment parce que un chef opérateur, c'est celui qui est directeur de la photo, donc, qui décide de comment va structurer sa lumière pour pas qu'il y ait d'ombre portée. Enfin, je caricature, mais il y a plein de choses comme ça. C'est lui qui va être le garant de l'image.
souvent ils placent des lumières qui vont être rasantes. Et nous, pour nos prothèses, même si on a des prothèses très très fines, qui peuvent être encore plus fines qu'un papier à cigarette, eh ben, il suffit que la lumière vienne taper dans l'angle et on va sentir une ligne très très fine, comme un cheveu, sur le visage, et on va voir qu'il y a quelque chose, qu'il y a un artifice. En fait, notre métier, c'est avant tout... en fait, la règle de notre métier, c'est si on nous voit, c'est que c'est raté. Donc, si personne ne se rend compte qu'il y a un artifice ou qu'il y a une triche, c'est que c'est réussi. C'est un métier assez ingrat de ce point de vue-là, mais moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est-à-dire que si on ne nous voit pas, c'est que c'est réussi. Et donc, forcément, la lumière, si elle est mal gérée, si elle est mal mise, ou tout simplement, si elle est mal placée, eh ben, ça peut être un ennemi considérable. Surtout que il y a beaucoup de directeurs de la photo qui imaginent avec le réalisateur, ils s'imaginent, ils fantasment un éclairage sur leurs comédiens, sur leurs personnages, sans prendre en compte les prothèses. Et quand on se rend compte qu'en fin de compte, ils éclairent sans prendre en compte les prothèses, et ben c'est là qu'on voit que ça va à l'encontre de ce qu'on a fabriqué. C'est-à-dire que quand on utilise des prothèses ou on fait des effets de maquillage, l'image doit être au service aussi, ou doit pas être au service, mais on va dire elle doit prendre en compte les effets spéciaux. On est sur beaucoup de films. On prépare un film de zombies, une sorte de mélange entre Seul au monde de Tom Hanks, qui aurait rencontré un film de zombies, c'est-à-dire c'est une personne qui se trouve isolée et qui est entourée d'un univers rempli de zombies, donc un film de zombies. Pas mal, c'est intéressant. Pour nous, ça nous plaît bien parce que faire du zombie, c'est toujours très rigolo. Et il y a plein de gens dans l'atelier qui ont été influencés par ces films d'horreur, de zombies, etc. Donc c'est toujours très agréable d'aborder ce genre de film. Donc on fait ça, on vient de terminer un film de guerre de 14-18, sur la guerre 14-18, de Téchiné. Voilà, on a fait un film qui s'appelle Bloody Milk, avec une histoire de paysan qui a un problème avec ses vaches, et qui découvre qu'elles sont malades et qui décide de les éliminer comme pourrait le faire un tueur en série. Donc c'est plutôt intéressant comme démarche. On vient de finir un film de Serge Boson qui s'appelle Madame Hyde, où on fait des brûlures, des gens brûlés, etc. C'était aussi pas mal sympa à faire. On a un film aussi avec des pompiers, avec des brûlés aussi. On a pas mal de choses qui sont en discussion, en négociation, donc une belle actualité, quoi. On fait pas mal de films tous les ans. Alors la première qualité, c'est qu'il faut ne pas avoir besoin de dormir. Il ne faut jamais avoir envie de dormir. Non, il faut être persévérant, parce que c'est des métiers qui sont difficiles, parce qu'on peut se décourager très vite. Parce qu'au début, quand on commence, on n'a pas forcément autant de travail qu'on aimerait, c'est pas du tout comme on imagine, c'est pas du tout strass et paillettes, hein, c'est beaucoup de nuits blanches à consacrer à son travail pour un minimum de budget. Voilà, pour la partie, on va dire, mentale, il faut avoir un esprit d'équipe, parce que c'est beaucoup de travail d'équipe, il faut être très polyvalent, surtout en France, parce qu'en France, en fait, tout le monde doit savoir un peu tout faire, aussi bien du maquillage que de la sculpture, que du moulage, que plein de choses. Il faut être très créatif, il faut aller chercher un peu partout. Voilà, moi je pense qu'il faut avoir envie surtout, il faut pas se décourager et être persévérant. Ça fait partie des qualités importantes pour faire ce métier, quoi. Établir des devis, ça se fait en fonction de ce dont tu vas avoir besoin. Et on trouve des astuces en fonction de ça. Si par exemple, c'est un masque qui va être vu de loin. Donc vu de loin, on peut faire quelque chose de rapide. Si tu veux le prix, nous, notre métier, il souffre d'une chose qui est complètement différente, par exemple, du numérique. Le numérique, ils peuvent vendre quelque chose qui paraît abstrait, parce qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le manipuler. Nous, c'est palpable, et c'est comparable à un objet qu'on achète en magasin. Alors qu'on ne fabrique pas des objets qu'on peut acheter en magasin, c'est des effets spéciaux, ce qu'on fait. Et des effets spéciaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs corps de métier qui ont participé à cette création. Donc ce qu'on vend, nous, c'est différents métiers, modèle unique, différents métiers qui ont contribué à fabriquer un objet. Que ce soit un objet tout petit ou un truc énorme. Il y a eu plein de personnes qui ont bossé dessus.
Alors, si on doit rentrer dans les détails du chiffre, il y a des personnes qui sont payées un certain salaire selon leurs compétences et selon ancienneté, etc. Il y a les charges patronales, il y a le matériel, il y a la TVA, tout ça mis bout à bout, ça peut paraître parfois des sommes énormes. Et quand on regarde ce que c'est ni plus ni moins qu'une énergie l'énergie de plusieurs personnes qui ont fabriqué quelque chose pour arriver à un résultat. Donc c'est ça qui coûte cher, c'est que plus on va avoir de personnes qui vont intervenir sur la fabrication, plus ça va coûter cher. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un peu compliqué de donner un chiffre comme ça, parce que donner un chiffre comme ça peut paraître énorme si on ne rentre pas dans le détail. Mais le masque fini, il a un prix parce que c'est le résultat de plusieurs personnes. Donc ce masque, un masque comme ça peut coûter, je ne sais pas s'il y a, parce que nous on calcule en jours de travail. Si, admettons, j'ai eu 10 jours de travail dessus, c'est-à-dire qu'il a fallu mouler la personne, mouler son visage, donc tu vois déjà il y a 2-3 personnes, faire les tirages de ça, sculpter, voir si ça va, changer la forme, faire les textures, etc. On est vite à 1 semaine de travail. Après cette semaine de travail, il y a encore le moulage de la matière, sortir la matière. Après, dedans, c'est injecter le produit, faire les finitions. Quand tu as fini les finitions, faire la couleur. Et quand faire la couleur, c'est terminer sur le comédien et après faire le plateau. Donc tout ça, c'est un temps de travail. Et je pense qu'on doit être aux alentours de 3 000 €, un truc comme ça. Voilà, 3 000 € hors taxe. Et donc, qui inclut tous ces éléments-là, toute cette intervention. Mais nous, on fabrique des choses uniques et dans un temps limité et qui doivent fonctionner. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on a tendance à croire que c'est une science parfaite, les effets spéciaux, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a des choses parfois qu'on nous demande, des choses très simples, on va se dire oh, c'est facile. Un truc très simple, genre un coup de hache dans un pied, on va se dire on va donner un coup de hache dans un pied et puis on veut du sang qui sort. Donc tout bêtement, tout le monde va se dire oh, on va mettre des poches de sang, on va taper avec une hache et ça fonctionne. Eh ben non, ça ne fonctionne pas, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas et qu'on pense être très simples et ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois les choses les plus simples, c'est les plus compliquées. Et c'est ça qui parfois donne la démesure. Par exemple, si on parle d'une explosion, comme c'est un truc énorme, les gens vont dire « Waouh, c'est incroyable, ça en fout plein la vue, etc. » Et donc, on va plus facilement donner l'argent à quelque chose qui nous en fout plein la vue, plutôt qu'à un truc qui a l'air d'être normal, quoi. Quand on fait une fausse tête, on va se dire oh, c'est une fausse tête, quoi. Mais oui, mais tout le processus pour en arriver à là, comme le truc qui parle à tout le monde, c'est d'implanter un poil par un poil, et ben c'est des choses qui coûtent cher, parce que ça prend énormément de temps, et ça doit être fait d'une certaine façon. On peut prendre des stagiaires, parce je crois qu'on fait partie des rares, même on doit peut-être être les seuls à prendre des stagiaires, rares ou seuls à prendre des stagiaires en maquillage effets spéciaux, parce que nous on considère que c'est un métier qui s'apprend en atelier. Et on pense que c'est un métier qu'on doit transmettre. Et c'est hyper intéressant de transmettre ce métier parce que la transmission fait partie de notre travail. Alors on ne peut pas prendre tout le monde malheureusement parce que sinon ça devient vraiment un travail à part entière et là on devient des formateurs. Mais on essaye de choisir des personnes où on sent déjà qu'il y a une sensibilité, etc. Parce qu'on n'a pas le temps de passer toute la journée derrière quelqu'un, on n'a pas le temps de s'occuper des gens, et puis il ne faut pas non plus que ça soit contraignant, aussi bien pour le stagiaire que pour nous, quoi. Donc les critères, j'imagine, en fait, il faut qu'il y ait des bases. Donc plus il y a des bases intéressantes, c'est-à-dire que ce soit nous on a des profils qu'on aime bien, des gens qui ont des sensibilités artistiques ou qui ont quelques sensibilités en matière de maquillage, etc., etc. Et puis surtout la personnalité, parce que parfois on a des gens qui arrivent avec un niveau qui n'est pas forcément très élevé, mais qui ont une personnalité hyper intéressante parce que très, très sérieuse, très entreprenante, très, comment dire, c'est aussi important d'avoir des gens qui donnent envie de bosser, qui donnent envie de travailler avec eux. Si on a des gens qui sont des experts, mais qui font la tronche toute la journée, c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. Donc on les fera sûrement travailler, mais moins que quelqu'un qui a cet équilibre, en fait. Une personne qui doit faire un stage chez nous, déjà, doit nous envoyer un mail. On passe par mail, on ne répond pas au téléphone. On ne prend pas les stagiaires 3e parce qu'ils sont trop jeunes. Et de toute façon,
Euh, pour nous, c'est pas un stage, c'est un stage d'observation et puis on ne cherche pas. Pour nous, c'est trop jeune, tout simplement. Donc, on va regarder les profils en fonction du mail qu'on va nous envoyer. On va regarder. L'idéal, c'est de nous envoyer des images de choses qui ont été faites auparavant. Et on va voir ça comme ça. Et après, mais c'est vrai qu'on est très, 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 très sollicité. L'idée surtout, nous, ce qu'on essaye d'éviter, c'est que les gens passent à l'improviste. Parce que passer à l'improviste, en fait, c'est toujours désagréable pour celui qui reçoit comme celui qui arrive. C'est-à-dire que la personne qui passe à l'improviste, elle fait un effort déjà pour essayer de venir. Et puis nous, on essaye de ne pas être trop méchant en disant bah, désolé. Et donc ça met tout le monde mal à l'aise. Donc le mieux, c'est de vraiment prendre rendez-vous et envoyer un mail, quoi. Mais il faut savoir que notre métier, si tu veux, on ne juge pas sur les diplômes, on juge sur tes compétences, on juge sur ton book, on juge sur nous, on s'en fout des diplômes, hein. On a vraiment un truc. Il y a des gens ici qui n'ont même pas le bac, qui n'ont pas le bac, qui ont rien, quoi. Nous, on juge sur les gens, on juge sur leur travail, leurs compétences. Donc voilà, l'humain. Ouais. Ça reste un métier très humain, un maquillage. On est les premiers de la journée à rencontrer les comédiens qui restent des humains, qui peuvent avoir mal dormi, machin. L'idée, c'est pas de les chouchouter, les choyer. C'est juste qu'on est les premières personnes qu'ils rencontrent. Donc si on n'a pas envie de ça, si on n'est pas des gens humaines, on n'est pas des personnes... voilà, s'il n'y a pas un minimum de sensibilité de ce point de vue-là, bah, il ne faut pas faire ce métier, quoi. Parce que ils viennent à l'atelier pour se faire mouler, mais après on les retrouve sur le plateau le jour du tournage. Il nous arrive d'avoir des stagiaires qu'on amène parfois sur les tournages, mais seulement si vraiment on a le temps. Mais c'est très rare. C'est vraiment il y a des cas très précis où on amène des stagiaires. C'est parce que ça reste c'est-à-dire que sur le plateau, on est très réglementé. Tout le monde ne peut pas venir comme ça à l'improviste sur un plateau. Ça reste un métier, quoi. Ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de faire venir quelqu'un dans une usine comme ça, à l'improviste, pour voir comment ça se passe, comment on fabrique des cartons, je ne sais pas. Un plateau de cinéma, c'est pareil. C'est des gens qui travaillent, donc on ne peut pas venir n'importe comment. Il faut demander si c'est possible, et voilà. Donc les stagiaires, oui, ça nous arrive d'en emmener, mais c'est pas très souvent, quoi. Dans le dernier Taken, je crois qu'on a fait une fausse tête. Il y a une scène, un moment, où Liam Neeson, je crois, attrape le fusil d'un malfrat et lui colle sur la gorge. Et au même moment, le fusil tire. Donc il y a les projectiles qui viennent taper le visage du gangster. Et donc forcément, les projectiles qui viennent taper un visage, c'est dangereux. Donc on a fait une fausse tête pour faire cette scène au moment où il se prend les balles dans le visage. Donc on a fait une fausse tête. Et après, je ne sais plus, mais ça nous arrive de faire, pour des films d'action, il nous arrive de faire des fausses armes, des faux couteaux, des faux fusils, pour les scènes de cascade, des mannequins qu'on met dans des voitures, des choses comme ça. Ouais. C'est plus de cet ordre-là. Alors, l'atelier, il a été créé par Guillaume et Frédéric, qui sont mes associés, et, en 2002. Et je ne sais plus, c'était quelle année l'entreprise ? 2008, 2010, je ne sais plus. Tu sais plus. En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est 2002, Fred et Guillaume ont créé l'atelier. Ils étaient principalement tous les deux. Moi, je les ai rejoints vers fin 2004, où j'ai commencé à bosser avec eux. Moi, j'avais de mon côté mon atelier avec Laetitia et Nicolas. Et en 2006, en fait, sur Frontières, on s'est retrouvé dans la configuration qu'on est maintenant. C'est-à-dire il y avait Nicolas, Laetitia, Fred, Guillaume et moi. Et après 2006, on a continué à s'agrandir, à avoir plus de gens, etc., des personnes extérieures. 2007, il y a Pascal qui est arrivé, il y a Clément qui est arrivé. Mais ça reste des personnes qui peuvent aller travailler dans d'autres ateliers, mais la plupart du temps, ils sont là, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on doit tourner à une dizaine de personnes toute l'année, plus les gens qui arrivent en plus les stagiaires, plus les projets en fonction des projets, etc., etc.